Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes mardi 21 mars 2023 et je continue mes petites réflexions à partir de cet ouvrage de René Jean Dupuy, euh, un juriste, philosophe, moi je le considère comme tel en tout cas, qui s'intéresse dans cet ouvrage à l'évolution du concept d'humanité dans l'humanité et tout ce qui va avec au niveau des lois, de tout ce qui progresse au niveau général, quoi. Hein. On peut voir que, par exemple, euh, nous avons constitué toutes les lois pour gérer l'humanité dans son ensemble. Le tribunal international, les lois maritimes, les lois, etc. Donc il y a une... Nous voyons que nous allons vers cette unité universelle. C'est ce que j'essaie de démontrer sur mon site, sur Internet, mécaniqueuniverselle.net, dont ces vidéos sont l'explication, on pourrait dire. Donc sur le site, j'essaie de démontrer que l'humanité, à partir du moment où elle s'est détachée des autres primates, des primates naturels, s'est mise en évolution extrêmement rapide et pour arriver à ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes au bord de cette unification. D'abord, nous nous sommes répandus sur l'ensemble de la planète pour aller nous adapter à tous les milieux, dans les déserts, dans les glaces, etc., dans les mers. Enfin, on a vraiment conquis tous les milieux d'une certaine façon. Et puis, à un certain moment, on a commencé un acte de retour vers l'unité, en fait. Et là, nous sommes aux abords de l'unité. On a construit toutes les structures pour fonctionner de façon universelle. L'ONU, l'OMS, l'OMC, l'UNESCO, etc. Toutes ces structures sont là, déjà. Voilà. Et donc, pour moi, l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Entre autres, dans cette ultime perfection, il y a l'unité, donc la paix universelle, l'unité concrétisée, la fraternité absolue, et en fait, ça c'est le cocon qui est là pour accueillir les hommes aboutis, l'humanité accomplie en fait. Et cette humanité accomplie, elle est spirituelle, c'est pas un but matériel que nous poursuivons, c'est en fait atteindre la sagesse, et bon, dans ma théorie, je démontre que c'est l'accession à l'extase facile, à l'éveil, au nirvana, peu importe comment on appelle cet état supérieur de conscience qui nous met en relation avec le grand tout, avec la création et donc avec ce que les religions appellent le divin. Voilà, c'est le chemin. Alors, je vais continuer à lire cet ouvrage. Je le découvre en même temps que je le lis et je le commente. On en est à la 37e vidéo à ce sujet. Voilà, alors je suis désolé, ce sont des vidéos qui sont plutôt axées sur la politique, sur l'évolution, voilà, sur l'instant même présent, euh, plutôt que sur le pan spirituel voilà, qu'on peut retrouver sur la mécanique universelle. Il y a une partie qui s'occupe de politique au sens grec du terme, c'est-à-dire
de tout ce qui concerne la société humaine, etc. Et puis il y a le côté des recherches spirituelles. Pourquoi nous allons vers l'extase? Qu'est-ce qu'apporte l'extase? Et donc, bon, ben là, c'est à travers cet ouvrage, je travaille plutôt le côté politique. Donc, je continue. Alors après, cet ouvrage a été écrit en 1991, donc c'était le moment de la chute du mur de Berlin, de la chute du communisme. Dans le chapitre précédent, on en était à la perestroïka, à l'évolution de l'ex-URSS vers les États-Unis, une sorte de fraternité qui se voulait importante pour l'ensemble de la planète, en somme. Et on voit que 30 ans après, nous sommes 30 ans après, c'est pas ça qui s'est concrétisé. En réalité, il y a eu le caractère humain, son désir de domination, qui fait que, eh bien, on sait pas, on n'a pas réussi, ils n'ont pas réussi, Russes et Américains, à évoluer vers quelque chose de paisible. En fait, il y avait, voilà, bon, moi je l'explique comme ça, c'est peut-être faux, hein, chacun son point de vue, mais je pense que les États-Unis n'étaient pas aptes à partager le pouvoir. Une fois qu'ils avaient vaincu, ils voulaient la toute-puissance, ils voulaient être les gendarmes du monde, et ce qu'ils ont fait pendant 30 ans, et ce qui est maintenant contesté par l'ensemble du monde d'ailleurs. Alors, culture. Comment situer l'humanité ailleurs que dans l'imaginaire? Voilà, l'humanité, c'est un imaginaire, parce que, évidemment, on appartient à l'humanité, mais c'est une question de conscience, parce que nos appartenances, elles sont en deçà de l'appartenance à l'humanité, même si on sait qu'on appartient à cette espèce, qu'on appartient à l'espèce humaine, que c'est ça notre fondement. Et je pense que c'est maintenant, grâce aux médias, l'idée la plus répandue à l'intérieur des 8 milliards d'êtres humains qui composent l'humanité. Mais il n'empêche que nous appartenons à d'autres entités, à notre famille, à notre clan, à notre tribu, à notre village, à notre pays, à notre nation, à notre communauté religieuse, etc. Voilà, toutes ces appartenances qui vont faire qui vont où nous allons nous sentir protégés, en somme. Mais toutes ces appartenances sont destinées à être dépassées par l'appartenance universelle quand l'humanité sera concrétisée, quand on aura atteint le degré, et c'est pour dans quelque temps. Cette finalité, ça peut se compter en décennies, voire en siècles, mais on est aux abords de cette universalité. Voilà. Alors, comment situer l'humanité ailleurs que dans l'imaginaire, alors que les groupes sociaux éparpillés sur le globe sont innombrables et enclos dans des cultures, des langages, des habitudes propres à chacun d'eux? Il faut bien resituer cet ouvrage en 1991, parce que depuis, les réseaux sociaux ont explosé. La technologie, bien entendu, dans peu de temps, on aura des appareils devant la bouche, ou peut-être greffés dans l'oreille, qui traduiront tous les langages. C'est-à-dire qu'on aura dépassé l'idée de Babel. Voilà, en réalité, on va vers le paradis. Les livres sacrés sont extrêmement pertinents. Il faudra d'ailleurs que je travaille sur ça. J'ai déjà les mythes, les livres sacrés de toutes les religions ont quelque chose de magique dans la façon dont ils ont conçu l'humanité, dont ils ont conçu les choses, la création, etc.
Et ces intuitions ou ces révélations, peu importe comment on les appelle, sont, à mon sens, complètement avant-gardistes. Et d'ailleurs, la plupart de nos grandes religions qui rassemblent la plupart des êtres humains ont une vision téléologique de l'évolution, c'est-à-dire une vision des fins dernières que poursuit l'humanité, c'est-à-dire atteindre ce paradis sur Terre. L'Apocalypse, c'est la révélation du divin, et c'est en fait l'arrivée du principe créateur, donc de l'amour, le règne de l'amour, le règne de Dieu, le règne de l'amour sur terre. Et on va vers cela. Voilà comment ces intuitions ont pu apparaître il y a 2 ou 3000 ans, c'est alors que, enfin, c'est tout simplement incroyable, quoi. Voilà. Alors, images de dispersion et de disparité qui trahissent l'idée que pour toute société, l'affirmation de soi ne va pas sans l'exclusion de l'autre. Voilà, c'est ce que nous devrons dépasser. L'homme, aujourd'hui encore, s'affirme aux dépens de ses congénères. Et c'est valable pour les sociétés, pour les nations, pour les villages, pour les régions, les pays, les nations, les communautés de nations et les spiritualités. On est encore dans ce mécanisme primate qui est comme ça. Hein. Ça nous vient de nos origines primates. Mais nous avons tous les moyens de le dépasser, cet état-là. Si chez les primates, c'est quelque chose qui est inhérent aux instincts, chez l'homme, c'est devenu culturel. Et en passant sur le culturel, en évoluant vers le culturel, on peut travailler la maîtrise de ces pulsions qui sont de l'instinct qui serait devenu pulsion, et on peut les travailler, on peut les dominer en somme. Et c'est ce que nous faisons progressivement. Ça ne va pas sans l'exclusion de l'autre, entre nations, mais aussi entre villages, c'est exactement ce que je disais, entre religions, mais aussi entre sectes restreintes. L'exclusivisme des tribus primitives, décrit par l'anthropologie, persiste sous des formules différentes chez les hommes de ce temps. Mais c'est exactement pareil. Et peut-être que le tribal était bien plus évolué finalement que le tribal nationaliste américain, russe, chinois. Très certainement que le tribal avait plus d'aptitude à régler des problèmes de voisinage, etc., etc., et à gérer même les pulsions guerrières. Elles étaient plutôt ritualisées. Il y avait très peu de morts, en fait, dans les combats entre les tribus qu'on a retrouvés, qu'on a pu analyser au XXe siècle. Et donc, c'était beaucoup plus codé, beaucoup plus respectueux de l'être humain. Et puis la mort avait une autre signification. Là, aujourd'hui, on est rentré dans l'industrialisation de la tuerie. Il n'y a plus de conscience. Déjà parce que ceux qui décident des guerres ne sont plus à la tête de leurs armées. Et puis, donc, non plus de vision de ce que c'est. Et en plus, ils se sont organisés pour que les médias ne montrent plus les ravages exacts de la guerre. Évidemment, si on voyait le carnage de ce qui se passe actuellement en Ukraine, vraiment les hommes déchiquetés, les hommes devenus fous, les gens qui sont terrés, les enfants qui sont terrorisés, etc., etc., les dégâts que font les bombardements sur le psychisme, et surtout si les médias montraient cela clairement, évidemment que la société civile, le peuple, exigerait la fin de toute hostilité. Mais pour pouvoir continuer leur ravage, les dominants se sont organisés
à dominer les médias. Et donc, voilà. Et c'est un des problèmes de la démocratie actuelle. L'exclusivisme des tribus primitives décrit par l'anthropologie persiste sous des formules différentes chez les hommes de notre temps. Il est un des avatars des conduites humaines. Si pour certaines peuplades, le langage des tribus voisines leur semble aussi étranger que le gazouillement des oiseaux, l'incompréhension mutuelle demeure la première tendance de l'univers des hommes. Et comme je le dis, non seulement l'anglais est en train de se répandre comme la langue universelle, que les hommes ont toujours cherché à atteindre en fait. Ce désir d'unité, il est inhérent à l'être humain. Et on y arrive, on est au bord de ça. Et bien entendu, la technique, la technologie va prendre le pas et très certainement, on aura ces appareils qui traduisent en temps réel toute discussion entre les gens. Voilà. Sans doute peut-on objecter que si la Grèce antique, la Chine et le Japon des temps anciens voyaient dans l'autre le barbare, si telle était aussi l'attitude de l'Occident, convaincu de sa mission de perfectionner une nature sauvage, c'est exactement ça qui a motivé la colonisation, mais en même temps, il y avait derrière à l'affût les prédateurs. Et en fait, c'était pas pour apporter la civilisation, c'est les prédateurs qui ont pris le pouvoir dans ces rencontres. On proclame aujourd'hui l'égale valeur des systèmes socio-culturels, la force qui pousse les groupes à se classer et à solidifier les divisions sociales ne résulte pas, comme chez les animaux, de ce phénomène de spéciation qui diversifie la formation des espèces au point d'aboutir à une interstérilité qui empêche le renard rouge de féconder une femelle bleue. Entre les hommes, l'exclusion est d'ordre essentiellement culturel, bien sûr, et c'est là où tout est fait pour que rien que le fait qu'on puisse se mélanger génétiquement, ça veut bien dire que on est voué à l'unité en réalité. Parce qu'on aurait très bien pu rester dans un neutralisme tellement absolu, ne pas se rencontrer, qu'on forme des espèces différentes entre les continents intercontinentaux. Entre les hommes, l'exclusion est d'ordre essentiellement culturel. Jean Bernard a montré comment, au Moyen-Orient, la composition du sang permet de reconnaître la religion des personnes en raison de l'absence de mariage mixte. Paradoxe apparent, ces rapports belligènes ont été la forme sauvage de l'enrichissement culturel. Et en fait, les voyages et le monde est fait pour ce mélange. On y va tranquillement, quoi. La civilisation méditerranéenne est autant que le produit des échanges marchands, celui de l'agon des Grecs, des campagnes d'Alexandre, de l'impérialisme de Rome, de la conquête arabe, des croisades ou de l'odyssée égyptienne des Bonaparte. Contact culturel réalisable dès lors qu'il se limite à mêler des produits, voire certaines conduites, et qu'il se garde de se situer au plan des valeurs. Celles-ci demeurent irréductibles sous peine de disparaître. Les conversions sont individuelles, les populations y sont contraintes par le vainqueur. Voilà, alors, mais ces valeurs, elles peuvent vraiment évoluer, prendre le meilleur de toutes et fusionner sans se perdre en réalité. C'est très possible. Le niveau de conscience augmentant, l'humanité peut vraiment atteindre un niveau de conscience où elle comprendra que toutes les valeurs, que par exemple toutes les religions ont raison sous une certaine forme. Voilà. Alors il y a des choses qui doivent être écartées, tout ce qui est archaïque, tout ce qui empêche l'égalité, tout ce qui maltraite certains êtres humains, etc. Tout ce qui stimule la haine d'autrui, etc. Tout ça. Mais sur le fond,
euh, on voit à quel point les choses euh, sont euh, sont, sont agglomérées ou agglomérables en fait. Et on ira vers cette agglomération. C'est mon point de vue. Les conversions sont individuelles. Les populations y sont contraintes par le vainqueur. Ça, c'est parce qu'on ne sait pas encore euh, aller vers l'autre de façon paisible, totalement. On sait le faire, puisqu'il y a le tourisme qui entraîne les relations interculturelles, les échanges, on a construit tout un tas de trucs pour aller à la rencontre les uns des autres de façon paisible, on sait le faire, mais il y a aussi la façon donc de domination par la contrainte, etc. Ça existe encore, mais c'est en voie d'être dépassé. Et pourquoi il suffit de penser que que l'humanité est en évolution pour comprendre que on ne peut y aller qu'ensemble. Ça ne peut être que total, ça ne peut être qu'une unité. On ne peut qu'aller vers l'unité. Il ne peut pas se passer un, un système où sur la planète, une région atteindrait son état de perfection et pourrait faire des frontières, hisser des murs, comme c'est le cas en ce moment. Mais c'est totalement utopique, quoi. C'est derrière le monde bloquerait complètement. Voilà, ça serait un état de danger permanent. Il n'y aurait pas de tranquillité. Derrière, quand on se range derrière un mur, ça veut dire qu'on accepte d'être terrorisé, en somme. Voilà, d'avoir la crainte que le mur tombe, qu'on passe par-dessus, qu'on passe par-dessous. Peu importe. Donc, on n'est jamais dans la paix. La paix, elle est uniquement universelle, c'est-à-dire vraiment totale. C'est la confiance en l'autre et la confiance mutuelle qui s'impose et l'amour du prochain qui s'impose. Et ça, c'est une obligation. Donc, euh, les valeurs tendent à l'hégémonie, non à un dialogue. Et pourtant, si condamnées à rester vains ou à se limiter à des études comparatives dans un cercle d'experts, souveraineté, nation, nationalisme, État, autant de vocables portant à tourner le dos à l'humanité, sauf à s'aviser de son existence, non pour la construire, mais pour la conquérir. Exactement. Mais c'est ça, on est en train de la conquérir, l'humanité, justement. C'est pas, évidemment, c'est pas, mais on la construit, en fait. On construit mais en même temps, il faut la conquérir. La référence à l'humanité prend un caractère spécifique lorsqu'elle émane des systèmes socio-culturels. Chacun éprouve des pulsions expansionnistes. Leur vœu, secret ou avoué, est de réduire l'humanité à leur propre image. Bien entendu, c'est le narcissisme qui nous vient de notre époque primate. C'est pourquoi le narcissisme est archaïque. Dans l'évolution, les systèmes narcissiques sont plus archaïques que les systèmes névrosés, que les systèmes qu'ils dominent. Celui qui domine l'autre est plus archaïque que celui qui est dominé naturellement. C'est parce qu'il est plus doux, qui se laisse en fait convaincre au fond, qui se laisse dominer. Leur vœu secret ou avoué est de réduire l'humanité à leur propre image. Il n'y a ainsi aucune contradiction pour le nationalisme à se faire missionnaire. Cependant que le tiers-monde a toujours balancé entre le repli sur soi et le désir de changer le système international, Et il veut le changer, et là, il est en passe. 30 ans après, on peut se rendre compte que ce qu'on appelait le tiers-monde est en train de changer
le système international, puisqu'il va être celui qui va élire les rois. C'est lui qui peut, c'est le tiers-monde qui peut se rassembler derrière telle ou telle puissance et faire tomber l'hégémonie occidentale en réalité. En présence de ces courants contraires, on peut se demander si la référence à l'humanité revêt toujours le même sens. Eh bien oui, on se le demande, mais on va comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là, notre ami René Jean Dupuy, que je remercie d'avoir fait ses livres et mis à la portée de tout le monde tout son savoir, son travail de juriste en droit international, etc. Voilà, comment ne pas remercier ces êtres humains, voilà. Donc, merci. Voilà, ça sera le prochain chapitre, nationalisme et mission. On va voir ce qui est dit là-dedans. Merci beaucoup.